Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djoliba TV News, bienvenue dans votre émission Fait marquant. Fait marquant est une émission qui retrace les faits remarquables, notables, saillants, saisissants, singuliers et éblouissants de notre société ancienne et contemporaine. Bref, Fait marquant questionne l'histoire. Et aujourd'hui, nous parlons d'une date très importante dans l'histoire du Mali. Il s'agit du 26 mars 1991. Que représente cette date de 26 mars 1991? Que s'est-il réellement passé entre 22 mars et le 26 mars 1991? Quels étaient les mots d'ordre? Autant de questions que nous allons répondre avec notre invité, Babarou Bohoum. Il est le secrétaire du parti, secrétaire politique d'ailleurs du parti SADI, entendez par là Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Alors, Monsieur Bohoum, Babarou, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, tout le plaisir est pour moi. Alors, c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur ce plateau de Fait marquant. Tout à fait. Je rappelle que vous êtes le premier invité. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous parlons d'une date très importante dans l'histoire du Mali, le 26 mars 1991. Que représente pour vous, naturellement, cette date? Je vous remercie, surtout le fait même que ce soit une première édition, mais je tiens dans ce cadre-là quand même à mettre un peu de précision pour lever tout équivoque, pour ne pas paraître comme un prétentieux. Alors moi, j'étais très jeune en 1991, mais j'étais un acteur sur le terrain. Donc je peux parler de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai connu, et de ce que cette lutte a donné. Parce que je suis la continuité de cette lutte et c'est sur ce plan que j'ai osé venir parler du 26 mars. Donc il n'y a aucune prétention parce que je n'étais pas à un niveau stratégique qui me permettait de savoir tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Donc je ne suis pas dans cette démarche de prétention pour dire que cet exercice est réservé à nos aînés, à l'ancien président Alpha Omar Kounaré, à Maître Moutara Tall, à Omar Mariko, qui pourront en tout cas débriefer sur des questions hautement politiques de l'époque et que malheureusement ce serait dommage qu'ils puissent continuer de se taire jusqu'à présent et ne pas prendre la parole pour lever l'équivoque sur un certain nombre de choses. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons été des acteurs de premier plan sur le terrain. Et sur ce plan également, je pense que nous aussi, on a plus de choses à pouvoir raconter qu'eux, ils ne pouvaient pas raconter, puisqu'ils n'étaient pas sur le terrain. Puisqu'ils ne sont pas présents, en tenons-nous au fait. Voilà. Le 26 mars, comme vous l'avez dit, le 26 mars, sans aucun doute, c'est l'un des événements majeurs de notre histoire contemporaine, en tout cas de l'histoire contemporaine du Mali, parce qu'elle marque également la fin d'une dictature, un régime totalitaire, parce que quand vous parlez du 26 mars, il faudrait savoir également les raisons, les contextes, la situation socio-politique, économique et culturelle qui a conduit les événements, qui a conduit les femmes et les hommes qui étaient à la tête de ces mouvements en 1991 pour pouvoir se mettre devant le peuple, le guider, l'orienter pour réclamer un véritable changement. Mais sauf que cette date aurait dû être, comme je l'ai toujours dit, l'espoir. Ça devrait être un événement qui aurait pu ouvrir la voie pour un Mali nouveau où tous les enfants pouvaient aller à l'école, manger à leur faim et puis évoluer dans un environnement sécurisé, un environnement d'équité, de justice sociale et tout simplement sur la voie du développement, un développement durable et pour les générations futures. Alors, M. Bohoum, tu vas permettre, si la régie le permet, on va suivre un élément sur le 26 mars, un élément qui retrace l'histoire dans son ensemble sur la date du 26 mars, si la régie le permet. 26 mars 1991. Cela fait aujourd'hui 30 ans qu'une insurrection populaire a balayé le régime du général Moussa Traoré. Des milliers d'étudiants, de fonctionnaires et d'ouvriers sortent dans les rues pour manifester leur désir d'une nouvelle ère au Mali. Nous sommes au 22 mars 1991. Que s'est-il réellement passé le 26 mars 1991 au Mali et précisément à Bamako? Différentes couches sociales réclament la fin de la concentration des pouvoirs
et l'instauration du multipartisme dans un système démocratique libre. Le régime de Moussa Traoré commence à faiblir sous la pression d'une situation économique qui ne permet plus aux Maliens d'être satisfaits de la situation politique. Comme un lion blessé, le régime dictatorial commet l'irréparable, une erreur de lecture bien trop souvent répétée par les régimes autoritaires. Il se retourne contre sa population et une centaine de personnes tombent sous les balles. Le 26 mars 1991, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré réussit par un coup d'État à chasser Moussa Traoré du pouvoir en promettant l'avènement d'une ère de liberté nouvelle. Le multipartisme est né. Plus de 200 partis politiques aujourd'hui. Les officiers supérieurs, Moussa Traoré et quelques complices, ont fait sortir les agents de mort, les blindés légers, ont distribué des munitions réelles et des grenades offensives. Donc nous refusons la thèse de la bavure des hommes de troupes et nous voulons savoir qui a fait quoi. Le 26 mars est officiellement baptisé la journée des martyrs et des victimes sont érigés en héros de la démocratie. La plupart des victimes tombées sous le coup de la dictature sont des étudiants et le vocabulaire choisi pour leur rendre hommage reste sensiblement moral, spirituel et traditionnel. Beaucoup de monuments sont construits dans les villes ayant enregistré des morts à la mémoire des martyrs. À Bamako, le carré des martyrs dans le cimetière de Nyarela fait face au monument des martyrs de la démocratie. Que reste-t-il de l'idéal de cette lutte pour la démocratie? Le peuple malien a-t-il retrouvé le bonheur 30 ans après? Le rêve du 26 mars était-il brisé? Sur la question, les avis sont partagés. Alors, de retour sur ce plateau, vous avez suivi l'élément, M. Bokoum. Quelles sont vos appréciations? Mes appréciations, ça me donne la chair de poule. À chaque fois que je me retrouve plongé dans ces souvenirs souvent douloureux, mais souvent également heureuses. Parce que douloureuse, on a perdu quand même plus de 200 personnes, sont parties comme ça et pour un idéal. Et heureuse parce que c'était une rupture qui nous avait donné beaucoup d'espoir, énormément d'espoir à la veille du 26 mars. Et il faut aussi rappeler qu'il y a eu des victimes le 21-22 janvier. La première victime de 1991, le 21 janvier 1991, je l'ai touché de mes bras, c'était à Baradji. C'était entre 8h et 10h le 21 janvier 1991. C'est comme si c'était hier, je vois toujours l'image. C'était ma première fois de voir un homme atteint par balle. On l'avait pris dans la famille voisine, la famille qui fait face à la mienne. Nous sommes des anciens quartiers, donc toutes les familles sont les mêmes. On l'a pris là-bas pour l'amener à l'hôpital Gabriel Touré. Et sur les rails, arrivé sur les rails, nous avons été mitraillés. On a laissé la personne, on l'a jeté, l'homme, il n'était pas encore mort, on l'a jeté sur les rails, on s'est replié. Après, on est revenu à la charge pour l'amener à l'hôpital Gabriel. Mais quel était le mot d'ordre réellement, monsieur? Le mot d'ordre était simple. Il y avait d'un côté un mouvement démocratique, un mouvement, je dirais, pas démocratique, des associations politiques, disons, des associations politiques. Parce que le mouvement démocratique, l'AEM même fait partie de cela. Mais avant le mouvement démocratique, il y avait les associations, les mouvements des jeunes, l'ADID, etc., JLD, qui se retrouvaient sur un terrain de revendication de leurs droits et dans une lutte pour conquérir leurs droits. Ouais. Alors cela suivait tout un long processus depuis 1960, après la chute du régime. Il y a nos aînés, un certain nombre de professeurs, de camarades, comme Abdul Karim Kamara, etc., qui n'ont pas, dit Cabral à l'époque, qui n'ont pas accepté l'ordre qui avait été imposé à partir de 68 et qui ont fait tout ce qu'ils peuvent. Il y a eu des mouvements en 74, il y a eu en 78, il y a eu en 80 et jusqu'en 91. Donc les gens sont restés debout et avec les moyens du bord, ils se sont mobilisés, ils ont combattu dans la clandestinité pour arriver à 91. Donc le mot d'ordre, en tout cas pour nous, au niveau des élèves étudiants, on avait un mémorandum. Un mémorandum qui mettait au grand jour la condition des élèves et étudiants du Mali, cette condition difficile, du niveau primaire jusqu'au niveau secondaire. Et il faudrait rappeler qu'à l'époque, le taux d'alphabétisation était de 18%, c'est-à-dire que parmi tous les enfants maliens, sur les 100%, on avait 18%. Nous, on a eu la chance d'être parmi ces 18%. Et les 68%, c'est 68 à peu près % qui sont mis hors du système. Et donc, cela était une injustice que nous avons tous, à un moment donné,
vu, senti, et puis les gens se sont retrouvés pour demander à ce qu'on rétablisse les gens dans leurs droits. Et donc le mot d'ordre pour nous, c'était de revendiquer. Et le régime a catégoriquement refusé. Et comme dans toutes les démarches de ce genre de processus, le régime pense que les enfants sont manipulés. Donc c'est cette logique. Mais est-ce que vous étiez vraiment manipulé? On ne pouvait être manipulé que par les conditions de vie. Les conditions de vie étaient terribles. Nos parents étaient dans des conditions difficiles. Il n'y avait pas de salaire, il y avait 3 mois sans salaire. Les maigres salaires que les fonctionnaires touchaient venaient à peu près 3 mois en retard. Et les élèves et étudiants n'avaient pas de bourse au niveau secondaire. Au supérieur, les trousseaux n'étaient pas à la hauteur et ne venaient que difficilement. Il y avait pas ça, tous ceux qui étaient dans le commerce ne pouvaient pas vendre parce que la répartition de la richesse était telle que la demande était trop faible pour pouvoir permettre même aux commerçants également de subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'était un ensemble de situations, de crises économiques qui étaient là, qui n'étaient pas également étrangères à la conjoncture internationale. Voilà, puisque nous sommes là pour questionner l'histoire, que reprochait-on réellement, à part tout ce que vous venez de dire, que reprochait-on réellement au régime de Moussa Traoré? Dans un premier temps, mon cher ami, la liberté. Vous savez, la liberté est tout au long de l'histoire, tous les peuples, depuis des centaines d'années, des millions d'années, l'homme s'est toujours battu pour pouvoir obtenir sa liberté de penser, sa liberté de bouger, sa liberté d'opinion, etc. Donc ça, c'était déjà une des raisons qui déterminait l'orientation de tout le reste. Parce que la liberté de choix, qui était par exemple de choisir librement le mode de gestion du pays, ses dirigeants, les modes d'organisation, vos choix politiques et idéologiques étaient complètement bâillonnés. Et donc, à un moment donné, c'est le cours de l'histoire qui avait été changé par la chute du mur de Berlin en 1989, qui a engendré un mouvement interne en Afrique et au Mali particulièrement, où les gens étaient assoiffés de liberté, parce que tout simplement, à côté de cette liberté, était là posée une condition de vie dramatique, une misère que le peuple vivait. Donc, du coup, cette liberté, il n'y a pas de prix pour cela. Donc, c'est une des raisons, en tout cas, en ce qui me concerne, quand je dois le dire, je prends les conditions de vie et la liberté étaient les éléments pour lesquels les gens sont prêts à mourir même demain matin. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'émission Fait marquant qui retrace des faits remarquables, notables, saisissants, saillants et singuliers, éblouissants, pourquoi pas, de notre société ancienne et contemporaine. Et nous sommes en train de parler d'une date, en tout cas, une date remarquable, une date qui marque les faits. Et c'est le 26 mars 1991. Nous sommes avec monsieur Babarou Bokoum, il est sur notre plateau. Alors, 30 ans après, qu'est-ce qui a réellement changé? Quels sont les acquis de cette lutte pour la démocratie? Fabrice, les acquis de cette lutte, déjà, nous sommes ici dans l'enceinte de votre télévision, qui est un des acquis incontestables de la lutte de 1980. La liberté d'expression. La liberté d'expression, qui est un des droits démocratiques les plus élémentaires dans un processus démocratique. Oui. Et cela, vous avez vu, toutes ces radios qui ont proliféré partout, ces chaînes de TV, sont des acquis qui ne peuvent pas nous permettre de cracher sur le 26 mars. Parce que, en plus de cela, il y a cette liberté de créer des associations, d'appartenir à des partis, de parler librement, sans être inquiété, en restant quand même conformément dans le cadre du respect et de la déontologie, des règles de prise de parole en public. Donc moi, je pense que ça, c'est déjà un acquis. Après, sur un deuxième point, il y a forcément des remarques à faire et des regrets. Sur 30 années après, la transition démocratique a échoué. Ça aussi, il faut avoir le courage de le dire. Elle a catégoriquement échoué parce que l'objectif n'était pas seulement de créer des partis et des radios. L'objectif était de créer les conditions pour qu'il naissent des partis, des radios, pour permettre à des forces, différentes forces, qui sont souvent opposées du point de vue idéologique, du point de vue compréhension, du point de vue programme, pour que ceux-ci puissent accéder au pouvoir d'État en vue d'améliorer les conditions de vie des Maliens. C'était l'objectif principal.
Et toutes ces revendications... Est-ce que cet objectif n'était pas atteint? Cet objectif est loin d'être atteint parce que pourquoi? Aujourd'hui, quand vous regardez l'état de notre pays, parce que vous ne pouvez pas vous réveiller dans un conflit dans un pays qui est débordé par des conflits armés, des multiples grèves sociaux, des mouvements sociaux, des groupes armés à tous les niveaux, une force étrangère au cœur de l'État et des femmes et des hommes qui ont participé à un système de pillage, qui ont organisé un système de pillage sur tout le système économique de notre pays à tous ses niveaux et en faisant en sorte que le système éducatif, le système de santé, le système de sécurité, que tout cela s'écroule en un rien. Cela prouve tout simplement que la démarche qui avait été suivie pendant longtemps n'a pas été une démarche sérieuse, n'a pas été une démarche de vision, n'a pas été une démarche structurée qui pouvait anticiper, prévoir et anticiper ce qui devrait être aujourd'hui, nous, notre vie, notre génération. Donc nous sommes pleins dedans et c'est pourquoi je dis que on ne peut pas comparer, c'est-à-dire faire en sorte de dire que l'avènement de 1991 a été un échec en regardant ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, l'échec de la transition démocratique est aussi un processus de remise en cause, ce que nous vivons aujourd'hui, et cela ne doit en aucune façon empiéter sur la légitimité du 26 mars qui était dans son contexte, parce qu'il faut toujours le replacer dans son contexte, il faut toujours penser à ces femmes et de ces hommes-là qui ont accepté ce lourd sacrifice, parce qu'eux, ils ne sont pas là aujourd'hui, ils sont couchés à Nyarela. Donc, quand vous regardez tout ce processus, on ne peut pas cracher sur cela. Et je pense que le pire dans la gestion du pouvoir, à partir de l'ADEMA jusqu'à Ibrahim Bokar Keïta, a été le fait d'ignorer la référence qui aurait dû être le 26 mars, était d'essayer d'oublier ou de fermer les yeux sur le sacrifice qui a été ceux des martyrs. Ils ont été replacés en second plan, réduits à des simples protocoles. Or ils auraient dû être au premier degré, c'est-à-dire au premier plan de tout ce qui aurait pu être élaboré comme démarche de construction nationale. Effectivement, voilà. Est-ce que vous ne voyez pas que l'histoire a la tête têtue? Parce que de 1980, ou bien de 1968 ou bien 1991, il y a des coups d'État qui se sont succédés. Est-ce que l'histoire n'a pas la tête têtue? Bon, l'histoire n'a pas la tête têtue, mais ce qui est sûr, on dit que l'histoire ne se répète pas. Mais ceux qui le disent... Mais dans notre contexte, l'histoire ne s'est pas répétée. L'histoire, en réalité, on dit que ça ne se répète pas, mais l'histoire est un éternel recommencement. Quand on dit que ça ne se répète pas, parce que vous ne pouvez pas avoir les mêmes contextes, les mêmes personnes, les mêmes acteurs et la même époque. Donc, ce qui fait qu'on dit que ça ne se répète pas, mais c'est un éternel recommencement. Et aujourd'hui, on est dedans. C'est exactement les mêmes scénarios qui se reproduisent parce qu'on a continué à gouverner ce pays après Moussa Traoré. Et le pays a été gouverné avec les mêmes méthodes de gestion, c'est-à-dire de confiscation de pouvoir et d'isolement de la masse, en tout cas laborieuse dans la gestion effective des affaires de l'État. Et donc cela a ramené un certain nombre de personnes à pouvoir penser que c'était un droit divin ou que c'était un droit né, ils sont nés pour ça, pour s'approprier les richesses du pays et sans partage, et de laisser la pauvreté et le fossé s'agrandir entre les populations et l'accès à l'emploi, à l'école, à la santé, tout est fait dans une injustice sociale totale. Et ce qui fait aujourd'hui que l'histoire continuera de se répéter même demain matin si la santé, si, comme on appelle la justice sociale, n'est pas mise au cœur des dispositifs ou en tout cas n'est pas été replacé au centre des préoccupations essentielles de ceux qui gèrent le pouvoir. Tout à fait. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Il s'agit de faits marquants qui retracent les faits remarquables de notre société, qu'elle soit ancienne ou contemporaine. Et aujourd'hui, nous parlons du 26 mars 1991. Un monument a été érigé en mémoire des martyrs. Nous allons suivre cet élément d'Aruna Salia Kone sur le monument des martyrs. Voici le monument aux martyrs de mars 91, majestueusement dressé à l'entrée du pont du même nom sur la rive gauche du fleuve Niger, à Bamako. Il est édifié en hommage aux victimes de la révolution de mars 91 pour l'avènement de la démocratie pluraliste. L'ouvrage réunit d'abord au premier plan l'œuvre de Mamadou Somé Koulibaly sur une terrasse. Elle représente une femme en pleurs, à genoux,
face au corps de son enfant. Au second plan, des reproductions en céramique de 2 tableaux d'Ismaël Diabaté ou l'auteur de la foule. Un tableau célèbre qui est devenu le symbole de la révolution de mars 91. La toile montre un enfant assis en pleurs, torse nu avec du sang coulant de son front. Sous ce jeune garçon, une foule immense marche avec des pancartes. Cette toile avait été remise gratuitement par l'artiste au président de la conférence nationale de 91. Ismaël Diabaté souhaitait voir afficher son œuvre à l'Assemblée nationale afin que les élus se souviennent toujours des martyrs en votant les lois. Grâce à la sollicitation des médias, elle sera érigée en monument par le président Alpha Oumar Konaré. Les 2 composantes du monument traduisent la douloureuse marche vers la démocratie et célèbrent la victoire, celle du 26 mars 91. Inauguré le 29 mars 91 par le président Alpha Oumar Konaré, le monument fait l'objet, depuis, d'un dépôt de gerbes de fleurs chaque 26 mars par le président de la République en fonction pour rendre hommage aux victimes de l'avènement de la démocratie. Alors, retour sur ce plateau de faits marquants. Vous avez suivi avec nous ce monument qui est érigé en mémoire des martyrs. La responsabilité des acteurs dans l'effondrement de l'État malien. Je disais que leur responsabilité est immense. Elle est immense et c'est ce que je disais que moi, j'ai vu le monument, mais quand je reviens au carré des martyrs, je suis toujours quand même perdu, je suis révolté et de l'état lamentable dans lequel on a mis cette partie de notre histoire entre les mains des chiens. Parce que c'est comme ça que moi je... Entre griffes, hein, puisque nous ne sommes pas là pour insulter aussi. Pas entre les mains des chiens. C'est parce que c'est des chiens qui dorment là-bas, en fait, au monument des artistes. Donc, il ne s'agit pas des individus. Voilà. Donc, je vais revenir là-dessus, qu'on continue de continuer dans la confusion au Mali. On célèbre Moussa Traoré, qui a été condamné à mort. On célèbre Amadou Toumani Touré, qui a renversé Ibeka. Moussa Traoré. On célèbre Modibo Keïta, qui a été renversé par Moussa Traoré. Donc, un pays ne peut pas continuer comme ça dans une confusion. Il fut quand même ancien président. Est-ce qu'il n'y a pas un droit réservé aux anciens présidents? J'ai très bien compris cela. Il a été ancien président, comme je l'avais pris l'exemple sur Pétain en France, que c'est un homme qui a été chef d'État français et qui a été un des grands héros de la résistance, en tout cas de la Première Guerre mondiale, qui a eu toutes les distinctions. Mais en 1945, il a échoué parce qu'il avait pris une autre direction qui n'était pas celle qui a gagné, celle qui a triomphé, celle qui a révalorisé la France. Et donc, il a été condamné à mort malgré tous les titres qu'il avait. Il n'a pas eu, en tout cas, les honneurs de la France après 1945. Donc, c'est une question, ce n'est pas une question de vérité absolue. C'est une question politique. Dans la politique, lorsque vous jouez, si vous perdez, vous payez. En Chine, tout le monde dit que Mao est un dictateur, est un sanguinaire. Mais vous ne pouvez pas tenir un tel discours en Chine parce que c'est ça l'histoire nationale collective de la Chine. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, au Mali, je reproche tout simplement une seule chose. Vous avez un procès qui a été mené. Ce n'est pas moi qui ai jugé Moussa Traoré. Il a été jugé par une justice. Mais il a été gracié aussi par la suite. La grâce n'est pas égale à l'acquittement. La grâce n'est pas égale à l'acquittement. La grâce lui a été donnée pour tout simplement lui permettre de vivre décemment dans sa famille. Comme lui n'a pas donné l'occasion à ses adversaires d'avoir cette chance, on lui a donné cela pour qu'il vive et qu'il observe, en tout cas, ce que c'est qu'un état de droit. Mais au-delà de ça, à aucun moment, on a effacé son casier judiciaire parce qu'il est condamné à mort, c'est marqué dans les archives. Et la justice est rendue au nom du peuple. Nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin? Dernier mot de la fin, je vais juste le ramener sur les responsabilités que vous avez dit sur les dirigeants. Je pense que lorsqu'on a choisi de faire de la politique, de venir décider du sort des gens, des responsabilités, de prendre des décrets, de légiférer, de prendre des décisions qui ont des impacts sur la vie des uns et des autres, à un moment donné, quand ça n'a pas marché, l'honneur et la dignité voudraient qu'on revienne et qu'on se remette en cause ou en tout cas de rendre compte de ce que vous avez fait, de ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, l'état de notre pays nous montre très clairement que ce qui n'a été fait n'est pas honorable. Ce n'est pas honorable parce que ça a remis le pays aujourd'hui à un niveau difficile sur le plan national et international.
Et jusqu'à présent, tous ceux qui ont fait, c'est la Ce n'est pas la date du 26 mars quand même qui a remis l'État dans, cet état. Non, la date du 26 mars, ça, c'est des confusionnistes, comme l'actuel Premier ministre, qui sont des confusionnistes. Alors, je crois qu'on va... Moi, je suis responsable de mes propos. Oui, vous êtes responsable, mais moi aussi, je suis responsable quand même de mon émission. Oui, donc, mais justement, oui, vous allez... je dis on va s'en tenir qu'au fait. Mais bien sûr, parce que c'est celui-là, c'est une des personnes qui continue de nier, en tout cas le 26 mars, comme étant un événement majeur et qui continue de dire que les gens ont été trompés. Or, ça n'a absolument rien à voir avec la suite. Parce que Moussa Traoré était un dictateur. Je crois que c'était le mot de la fin. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur Babarou Bokoum. Je rappelle que vous êtes le secrétaire politique du parti SADI, entendez par là, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Une fois encore, merci. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, cette édition ou cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, portez-vous très bien. Nos programmes se poursuivent sur Djoliba TV News.